Je m'appelle Pierre-Philippe, je suis entre autres facilitateur à la CEC et maintenant vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Là, je vais jouer le rôle de Kako et Chloé que vous avez vu sur scène dans le grand amphi. Et avant de démarrer, pour que vous soyez pleinement présents, je vais vous proposer un petit temps d'échange avec votre voisin ou votre voisine sur le même format que celui que vous avez vu dans le grand amphi. 1 minute chacun. La question à laquelle je vous propose de répondre, c'est tout simple, c'est qui je suis et pourquoi je suis venu à cet atelier aujourd'hui. Et puis quand je lève la main, ce sera au bout d'1 minute, vous échangez. OK ? Alors je vous en prie, qui êtes-vous et pourquoi vous êtes venu à cet atelier de Agility ? Au démarrage, ça fait bizarre. Mais en fait, c'est vachement bien pour se mettre pleinement dans l'atelier, quoi. J'arrive pas à quantifier, je pense qu'il y a 75. Ouais. D'accord. Merci. Vous êtes allé super vite. Hein. Normalement, là, c'est 1 minute. Vous pouvez échanger maintenant. Bravo. Eh, mais la personne qui est avec vous, elle ne le sait pas. Ok. Vous trichez alors. Vous connaissez avant. Non, même pas. Bon, bah bravo. Efficace. C'est hyper efficace et les gens ont tous le jeu. Instantanément à parler. Ouais, si tu veux. Ouais. Génial, ça y est, on est à peu près au bout des 2 minutes. Ça aussi, peut-être que vous avez compris maintenant, quand on lève le bras, c'est top, merci. Merci de relayer. Eh bien, génial, merci, bienvenue à vous. Je vais passer la parole à Émilie, directrice marketing de Agility, qui va animer cette table ronde et cet atelier. Bonjour à tous. Nous, on est vraiment ravis d'être avec vous cet après-midi pour ce temps d'échange. On a choisi de le dédier à un enjeu qui est quand même important dans nos métiers de l'IT. C'est celui de concilier à la fois la maîtrise des coûts, la performance et la responsabilité environnementale. Donc aujourd'hui, on propose de prendre un petit temps de prise de hauteur, de recul sur ces sujets. On va illustrer tout ça avec à la fois des chiffres, des cas concrets, le retour d'expérience aussi de Pascal Zabala. Bonjour. Qui va nous en dire beaucoup sur ce qu'il a pu mener chez Groupama G2S dans le cadre du programme Trinidad. Et on va aussi en profiter pour vous présenter une innovation. On est assez content de vous la présenter aujourd'hui. Une innovation de Agility qui va vous permettre, on espère, de prendre des décisions différemment, de pouvoir avoir un éclairage sur l'empreinte carbone et donc de mettre cette empreinte carbone, ce poids carbone, au cœur des décisions qu'on peut prendre dans le secteur de l'IT. Voilà, donc on va dérouler tout ça, on espère que ça vous plaira et on va laisser un temps de questions-réponses à la fin aussi pour ceux qui voudraient poser des questions. Avant qu'on commence, je vous propose de faire un tout petit tour de table. Pascal, si tu veux te présenter. Donc, je suis Pascal Zabala et j'ai la responsabilité de la direction donc, du programme Trinidad, qui est un programme de transformation sur lequel on va revenir
tout à l'heure, au sein de Groupama Support et Services, qui est la filiale, enfin le GIE plus exactement, informatique, logistique et achat de Groupama. Peut-être juste un tout petit mot sur Groupama très rapidement. Donc Groupama, c'est une marque assez connue. Donc un groupe d'assurance généraliste mutualiste. Donc c'est extrêmement important, c'est très fort pour nous. En 2024, un peu plus de 18 milliards de chiffre d'affaires. La moitié sur de l'assurance dommage, la moitié sur de l'assurance de la personne. Et 70% en France et 30% à l'international. Merci. Benoît? Bonjour à tous, moi je m'appelle Benoît Mailleux, je suis senior vice-président chez Agility. Bonjour, Arthur Danger, moi je suis chez Netways, on est le service provider du groupe Agility, on a rejoint le groupe il y a quelques mois et je gère toute la partie solutions chez Netways, donc la commercialisation, toute la partie marketing aussi avec Émilie, des offres et des solutions. Bonjour à tous, moi c'est Nicolas, donc je suis CEO de Altopi. Altopi, on est une société de conseil en décarbonation pour les PME et les ETI. On accompagne des entreprises dans leur stratégie, leur trajectoire bas carbone. Merci. Et je propose de commencer ce tour de table avec Pascal. Donc tu nous as déjà présenté un petit peu Groupama. Je ne sais pas si tu veux nous en dire plus, en tout cas sur toute l'approche que vous avez en termes de RSE. Oui, alors, comme je le disais, Groupama, c'est un groupe mutualiste, donc très ancré dans les territoires et avec, dans son ADN, le fait d'avoir une responsabilité sociétale et environnementale. Donc, c'est quelque chose qui est très fort pour nous. Bon, je ne vais pas passer trop de temps, mais sur le RSE, on est très très content de pouvoir dire qu'on est labellisé depuis le début de l'année. Donc l'AFNOR est venu voilà, nous labelliser et c'est là. Alors on n'avait pas attendu ça pour faire du RSE, mais c'est une belle reconnaissance. Voilà, c'est une reconnaissance et c'est un encouragement à aller plus loin. Très bien. Alors est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu plus dans le détail ce qui a motivé le projet Trinidad, le programme que tu pilotes au niveau du groupe? Bien sûr. Donc, au sein du groupe et de G2S, alors je vais parler au passé parce que ce week-end, on a eu une grosse opération qui nous a permis de basculer sur nos nouveaux data centers, même si tout n'est pas fini, loin de là. Donc, on avait 3 data centers dans un modèle de 2 data centers actifs et un data center de résilience, de secours. Donc 2 assez proches l'un de l'autre, à 200 mètres, donc avec une conflagration de risque possible, et puis un 3e éloigné d'à peu près 600 km, mais qui ne servait qu'au secours. Ces data centers sont devenus un peu vieillissants, avec un PUE. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le terme, c'est un concept assez simple. Le PUE, c'est le rapport entre l'énergie électrique qui est totalement consommée par un data center et la part de cette énergie qui est consommée par les équipements IT proprement dit, les serveurs, le stockage de données, etc. L'écart, en gros, c'est la clim. Enfin, bon, c'est un peu plus que ça, mais pour simplifier, l'écart, c'est la clim. Et donc, on a des data centers. Les 2 actifs sont autour de 1,9. Le ratio est de 1,9. Donc, on consomme quasiment autant d'énergie à refroidir qu'à faire tourner vraiment nos équipements. Et le meilleur, qui est celui de secours, était à 1,7. Donc, on avait une question parce que le meilleur du marché, maintenant, c'est plutôt autour de 1,2. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a drivé. Et on s'est posé, mais au-delà de ça, on a 4 grands enjeux. Notre premier enjeu, alors on a ces data centers qui sont en province, un petit peu éloignés des grandes routes des télécoms, du réseau. Donc on a eu un enjeu de nous rapprocher en fait, des grands acteurs du cloud. Alors je ne l'ai pas dit, mais notre informatique est quand même encore, nous, essentiellement on-premise, mais on a un certain nombre, évidemment,
de relations avec des acteurs du cloud. Donc ça, c'était quelque chose d'important pour nous, premier enjeu. Deuxième enjeu, et pas des moindres, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'était d'accompagner la démarche du groupe, la démarche RSE du groupe, et d'améliorer à la fois notre consommation électrique, mais aussi tout ce qu'il y a autour en termes de recyclage des équipements, des infrastructures, etc. etc. Donc ça, deuxième enjeu très fort. Troisième enjeu lié à notre modèle de secours, qui est lié au fait qu'on a, comme toutes les entreprises, un PSI, un plan de secours informatique, dans le cas où on perdrait un data center. Et on est obligé, enfin on souhaite évidemment, notamment pour répondre à nos exigences réglementaires, vérifier que notre plan de secours il fonctionne bien. Donc on a des exercices réguliers, 4 fois par an à peu près. Mais quand on est dans un modèle où on a un data center de secours, on travaille dans une bulle réseau qui est fermée et c'est extrêmement difficile de vérifier que ça fonctionne bien avec l'extérieur. Et l'extérieur, en particulier le cloud, est de plus en plus prégnant. Et on a certaines de nos applications on-premise très stratégiques qui ne savent pas fonctionner si elles ne communiquent pas avec le cloud. Donc ça devenait de plus en plus difficile de faire ces vérifications. Et puis le dernier enjeu, parce qu'il faut bien gagner de l'argent, et que j'ai un DG qui a l'habitude de dire que perdre de l'argent, c'est pas un métier. On avait la volonté d'optimiser, notre budget et nos dépenses. Donc c'est les 4 enjeux qui nous ont amenés à faire l'opération. Donc vraiment au cœur du sujet qu'on a évoqué au départ. Maîtrise des coûts, performance et responsabilité environnementale, finalement. Exactement. Ouais. Et justement, cette dimension environnementale, elle est prégnante, elle est supérieure aux autres. Comment c'est envisagé tout ça dans la stratégie globale ? Alors, moi, je suis très attaché à ça, et dans le groupe, on est très attaché à ça. L'objectif de RSE et l'objectif économique, en fait, quelque part, ils se retrouvent, en tout cas quand on parle de data center. Et on va passer dans un modèle à 3 data centers vers un modèle à 2 data centers. Donc on a désormais 2 data centers qui sont à la fois suffisamment éloignés pour qu'on puisse gérer les risques, qu'on n'ait pas ces risques de conflagration que j'évoquais, et en même temps en passant suffisamment proche pour être performant techniquement, et évidemment en passant de 3 data centers à 2, on fait des économies d'énergie. Et en plus, quand ces 2 data centers cibles sont autour de 1,2 ou 1,3 et qu'on vient des niveaux de PUE que j'évoquais tout à l'heure, c'est encore plus fort. Ouais. Et notre perspective, c'est de gagner 40% de consommation électrique. Donc c'est significatif, c'est énorme, voilà, à la fois en termes d'empreinte carbone et économique. On reviendra sur ces enjeux en fin de table ronde. Merci beaucoup pour ces premiers éclairages. Benoît, je crois que dans la stratégie Gility, tout justement ces aspects liés à la durabilité sont vraiment au cœur de toutes les discussions et de tout ce qui est fait. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Ouais. Gility considère que l'IT, c'est un socle fondamental de toute activité économique. Donc il faut absolument que ce soit performant, disponible, que les acteurs, tant privés que publics, en fait, puissent mener leur mission. Donc ça, c'est le premier axe que l'on va adresser. Et ce que l'on voit, c'est que le numérique prend une part de plus en plus importante dans l'impact carbone de toute entité, et que tous les acteurs pensent aujourd'hui à comment réduire l'impact carbone du numérique, comme Pascal l'expliquait, et que ceux qui ne le feront pas seront moins attractifs demain, moins pérennes, moins compétitifs. Donc Gility, dans tout ça, en fait, nous, on est une société de services spécialisée des infrastructures informatiques. Nous couvrons l'ensemble du cycle de vie des infrastructures, depuis la transformation, sur tous ensuite les on-premise services. On garantit la disponibilité et la performance de l'existant. Tous les cloud services amenés par l'expertise de Netways. Et on a aussi une expertise de gestion de fin de vie. On va pouvoir redonner de la valeur en fin de vie aux équipements. Tout ce que l'on a construit chez Gility, c'est basé sur des piliers. Donc la première des choses, c'est la qualité de service. Il faut que ça fonctionne. Donc on a construit en fait des pilotages qui permettent d'atteindre ça, et la sécurité de la donnée qui est fondamentale.
un des capitales les plus importants de l'entreprise, c'est bien la donnée. Et tout ça va venir en transverse s'appuyer sur 3 autres piliers qui sont la flexibilité. On doit pouvoir agir, s'adapter en permanence. Et puis, on a également l'axe durable, la durabilité. Donc la durabilité, Gility a développé des solutions concrètes. Donc on les met en œuvre chez nos clients déjà. On applique les recommandations de l'ADEME, de l'ARCEP, où vous entendez partout qu'il faut prolonger la durée des équipements. Et donc Gility est un des leaders aujourd'hui mondial sur le métier de la maintenance en data center. Et donc on accompagne ces clients dans ces efforts-là. Et puis il y a également d'autres activités concrètes que l'on adresse, les déménagements data centers vers des data centers plus éco-responsables dans des nouveaux pays, des transformations d'infrastructures sur des environnements plus éco-responsables également, ou vers des solutions de seconde main. Donc on a un panel d'activités très important et on pilote également nos cloud services pour faire en sorte de réduire l'impact carbone qu'ils génèrent. Voilà, donc beaucoup de choses, beaucoup de choses très concrètes. Mais justement, tu parlais des services cloud. De ton côté, toi Arthur, comment ça se passe chez NetWays pour mesurer ce poids des services cloud en termes de carbone et quelle visibilité on peut donner au DSI là-dessus? Quand on est cloud provider, on a la chance de maîtriser l'intégralité des composants en fait, qui participent à délivrer un service. Aujourd'hui, nous, on a développé aussi des connecteurs API qui nous permettent d'aller récolter la data de tous les équipements. Et ensuite, on va corréler avec les données de mesure que l'on obtient des data centers. On corrèle avec le PUE et on a nos propres algos pour fournir en fait une pondération carbone de chacun des services. En fait, on a 2 notions. Il y a la notion temps réel et il y a la notion importante qui est tout ce qui est fourni par les constructeurs au moment de l'achat, de l'acquisition. Donc ça nous permet en fait d'amortir, on va dire, le poids carbone de la construction, étant donné qu'on gère complètement la durée de vie. Donc d'un côté, on amortit le poids carbone qui nous est fourni par les constructeurs, et de l'autre côté, on arrive à fournir la donnée, on va dire, la plus réelle possible de ce que consomme en fait, et de ce qui est nécessaire pour produire chacun des services. Nous, on parle beaucoup de VM, on va parler de fibre optique, etc. Mais une borne Wi-Fi consomme du service, une VM consomme du service. Et on s'est vraiment attelé à être capable de fournir une donnée temps réel sur l'ensemble de nos services. Et ça, cette donnée, aujourd'hui, elle est partagée déjà avec les clients de NetWays ou comment ça se passe ? Elle est directement disponible comme n'importe quelle donnée de production et de consommation directement sur nos dashboards. Et en fait, nous, on considère que c'est un must-have et que c'est devenu en fait logique et que c'est de la responsabilité du fournisseur de services que de fournir aussi cette métrique de durabilité, puisqu'en fait, la pondération des services doit rentrer dans la consolidation du bilan carbone des entreprises. Et c'est aussi de la responsabilité des fournisseurs d'être capables de fournir cette métrique-là. Et de votre côté, du côté Groupama, au niveau de la mesure, aujourd'hui, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez intégré pour tangibiliser, pour des choix ou comment ça se passe? Alors, juste avant de répondre complètement à cette question, un de nos objectifs, une des questions qu'on s'est posées, en tout cas, au moment où on a fait ce déménagement, c'est de se dire, on a une grosse partie de nos équipements qui sont amortis. Et la pratique qu'on a habituellement, c'est d'aller un peu, et même pas mal au-delà de l'amortissement. Est-ce que finalement, notre choix, ça va être de peupler les nouveaux data centers avec complètement des nouveaux équipements complètement neufs, ou est-ce qu'on va faire un déménagement physique et puis on va les faire durer un petit peu plus longtemps? Donc, on a choisi la deuxième option. Alors, je fais une petite parenthèse pour remercier Gility. Gility nous aide dans le fait de garder nos équipements un petit peu plus longtemps en termes de maintenance. Donc, voilà, merci pour ça. Et on l'a fait d'une manière un peu empirique. Ouais, voilà. On s'est dit, on a fait nos calculs, etc.
Ça, c'est pour les équipements. Par contre, je fais un peu de pub pour G2S aussi, au passage. On a développé un petit outil qu'on appelle Tagit. Et donc, mais sur un aspect applicatif de développement, etc., sur chacun de nos applicatifs, on a un score alors, qui est un petit peu comme ce que vous avez sur les équipements électroménagers, là, A, B, C, D. Ouais. Voilà. Donc, on s'est fait un petit Tagit comme ça et on suit cette labellisation, si on veut, sur nos applis, mais sur un aspect vraiment applicatif. Donc, vous avez déjà des outils de mesure? Quelques-uns. On en a, mais ça reste un chemin. D'accord. Justement, je crois que, Benoît, cette réflexion autour de comment mesurer, comment donner des outils et des données fiables quand on veut prendre une décision de changer de data center, changer d'hébergement, tout ça. Je crois que c'était à l'origine de l'outil qui a été développé là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la philosophie? Comment ça s'est passé? Alors, on a la chance d'avoir des grands clients. On a beaucoup de clients. On a plus de 3000 clients aujourd'hui. Et quand on discute avec eux, en fait, on constate qu'ils manquent tous cruellement de données pour décider. Donc, il y a les directions générales qui incitent à réduire l'impact carbone des data centers. Dans le monde du public, on est aussi sur des stratégies de décarbonation de services numériques où on voit l'impact de la loi Rennes, la loi AGEC, qui incite en fait les collectivités à s'engager à une réduction numérique. Et en fait, quand on regarde bien, il n'y a pas vraiment d'outils. Il n'y avait pas vraiment d'outils. C'est des calculs qui sont faits un peu empiriques. Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on apporte quelque chose d'innovant à nos clients, qu'on puisse les aider à ce que ce soit simple, qu'ils puissent calculer le poids carbone direct de leur existant, en termes d'usage, en termes d'utilisation. Et puis on a travaillé ensemble avec Nicolas d'Altopy pour construire en fait un comparateur carbone. On a décidé de construire ça de toutes pièces en prenant en compte l'existant de nos clients, le ressenti, et puis derrière d'appliquer surtout les bonnes règles de calcul. L'idée, c'était surtout pas de construire quelque chose d'un peu empirique, c'est vraiment de s'appuyer sur les experts de ce calcul-là et pouvoir se dire, tiens, un PUE, le PUE moyen en France, c'est 1,57, les best in class, c'est 1,2. Quel est l'impact carbone que j'aurai si je bascule mon data center, mes équipements data center sur un 1,2? Quel est pour moi, à titre personnel, sur mon parc, l'impact que ça aura? Et donc ça, c'est hyper compliqué finalement pour nos clients de le faire. On leur apporte gratuitement à nos clients la capacité désormais de piloter leur impact carbone à travers l'outil que l'on a monté. Et donc je vous propose de voir une petite vidéo qu'on a montée avec l'IA. Le futur portail client Gility vous permet de gérer vos assets et leurs émissions carbone. Il suffit de charger un fichier de données contenant vos références de produits et leur data center. Après avoir chargé vos assets sur votre portail, vous pouvez les gérer. L'entête vous offre un aperçu rapide des assets sous contrat, de leurs coûts en énergie, des alertes et émissions de CO2 associées. En dessous, filtrez facilement votre affichage pour visualiser les équipements sur lesquels vous souhaitez agir. Affichez les informations de vos équipements filtrés. Simulez de nombreux scénarios et calculez l'impact de vos actions de durabilité sur les 5 années à venir. Remplacer vos équipements par du neuf provoque un pic d'émissions de CO2 sur l'année de remplacement. En remplaçant par du reconditionné, on peut voir l'effacement du pic d'émissions avec une économie de CO2 considérable par rapport au neuf. Plutôt que remplacer vos équipements, vous pouvez simuler leur évolution en choisissant par exemple d'augmenter la RAM, la quantité et son état, neuve ou reconditionnée. En essayant différents scénarios, vous pouvez vous projeter plus facilement et établir une stratégie et un plan d'action concret pour réduire votre impact carbone. Sauvegardez vos scénarios pour y revenir plus tard, les additionner ou encore faciliter leur comparaison. Ils vous aideront à vérifier si vos actions, vos achats et la gestion de vos infrastructures s'inscrivent dans les objectifs de durabilité de votre entreprise. Vous pouvez également simuler le changement de localisation de vos infrastructures pour réaliser des économies de CO2 très importantes. Prenons l'exemple sur ces équipements au Royaume-Uni, avec un déménagement vers la France et Paris. Les impacts sont considérables, tant en baisse des coûts d'énergie qu'en réduction des émissions de CO2. Vous pouvez ainsi comparer les scénarios, supprimer ceux qui vous semblent les moins pertinents et additionner les plus intéressants
pour les combiner et atteindre vos objectifs de réduction d'émissions de CO2. Contactez nos équipes pour réaliser vos premières simulations. Voilà. Alors cet outil, pour nous, c'est une première étape pour nos clients. Donc on va le mettre en production, là, dès aujourd'hui. C'est disponible, ça fonctionne. Par contre, ce que l'on souhaite aussi, c'est que ça réponde clairement à tous les enjeux des clients. Donc on va monter une initiative Gilab, ce qu'on a appelé Gilab, Gility, le J de Gility, pour associer les clients qu'ils souhaitent de participer à l'évolution. Cet outil est complètement fait à notre main, comme on le souhaitait. Néanmoins, il faut toujours que l'on puisse adapter à des stratégies, de pouvoir s'interfacer avec les outils des clients, qu'ils puissent l'utiliser, qu'ils puissent vraiment se l'approprier au day-to-day. Donc les clients qui sont dans la salle ou qui souhaiteraient venir s'associer à cette initiative seront bien évidemment les bienvenus. On va démarrer les premiers ateliers sur la fin du mois de juin. Donc tout ça n'est pas figé. Et merci à Altopy de nous avoir aidé à faire ce super outil. Justement, Nicolas, si tu veux nous expliquer comment ça s'est passé dans la création de l'outil, parce que je crois que ça a été un élément hyper important pour toute la mise en œuvre. Donc si tu veux nous expliquer, en tout cas, de quelle base de données et sur quelles données tout ça est conçu. Alors effectivement, l'outil à la base, c'est clairement une idée de Benoît. Et nous, ce qu'on a apporté avec Altopy, c'est vraiment la méthodologie et la crédibilité effectivement derrière cet outil pour avoir un outil fiable. Donc on s'appuie bien sûr sur tout ce qui est analyse de cycle de vie, ACV. C'est vraiment le cœur du travail qu'on a mené, c'est-à-dire d'essayer de balayer le périmètre entier du cycle de vie d'un équipement informatique, depuis sa fabrication, son installation, son transport, son usage évidemment, parce que c'est une grosse partie des émissions carbone qui sont liées à l'usage de l'outil, mais également de bien tenir compte de la différence entre un outil reconditionné par rapport à un outil neuf dans son usage, aussi dans le nombre de dépannages potentiels qu'il peut y avoir. Donc c'est vraiment ce travail sur ces différents scénarios, donc à la fois neuf, reconditionné ou upgradé, avec à chaque fois des cycles de vie différents, et c'est ces cycles de vie-là qu'on a transformés et implémentés en poids carbone. Et il y avait une méthodologie très très précise, je crois. Enfin, Tout à fait. Alors on s'appuie sur la norme, alors c'est un peu technique, mais la norme ISO 14067 qui est vraiment la référence mondiale de calcul de l'empreinte carbone d'un produit ou d'un service. Et on s'appuie aussi sur le protocole GHG, puisque c'est le protocole aujourd'hui international de calcul carbone. Donc ça, c'est pour, je dirais, le périmètre global de calcul. Et puis pour tout ce qui est facteur d'émission, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc ce qui va transformer une donnée d'activité, par exemple des kilowattheures ou un poids en émissions CO2, on va s'appuyer sur des bases de données les plus reconnues, qui sont aujourd'hui EcoInvent, la base empreinte, par exemple. Merci beaucoup. Et moi, j'avais une autre question pour toi, Pascal. Donc, on a parlé tout à l'heure de la façon dont vous avez calculé certains éléments de Tagit. Mais aujourd'hui, quand il faut calculer un futur ROI, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est pris en compte, en tout cas pour le calcul de ce mouvement vers un PUE plus green? Qu'est-ce qui est pris en compte dans ce ROI? Alors, c'est assez complexe parce que dans le calcul qu'on a fait sur la rentabilité de l'opération, il y a évidemment le gain d'énergie, enfin sur le coût de l'énergie que j'ai évoqué, mais on a aussi forcément à faire des calculs sur les coûts de possession des murs et de tout l'entretien. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on conserve la totalité de nos équipements, de l'exploitation de nos équipements. Ça change rien, mais évidemment, ce qui change, c'est que l'entretien des bâtiments, le remplacement des blocs de froid, de climatisation, etc., tout ça, on n'a plus à le faire. Donc, on a fait des estimations un peu complexes autour de ça. Ce serait un peu fastidieux de vous l'expliquer en détail. Non, mais bien sûr, je comprends bien.
Mais l'idée, c'était de voir comment, de votre côté, vous faites, et vous avez pris le sujet en main. En tout cas, il y a, voilà. oui, il y a tous ces éléments-là. On a la chance, au sein du groupe, et particulièrement de G2S, un groupe à support et service, d'avoir beaucoup d'experts de très bonne qualité, interne, et également d'avoir des partenariats. Donc on est très attaché à ça, c'est un petit peu de la RSE aussi, de longue durée, avec des fournisseurs qui nous connaissent bien et avec lesquels on travaille en confiance. D'accord, super. Écoutez, j'avais une dernière question pour vous tous. C'est peut-être de dire si aujourd'hui, à l'aune de ce qu'on vient de se dire, vous aviez un conseil à donner à un autre DSI ou à un autre dirigeant d'entreprise, quel serait-il quand on veut prendre en compte la durabilité? Je laisse le premier partant répondre. Bon, moi, non, mais juste un mot, puis comme ça, je laisserai la parole. Mais non, ce serait assez présomptueux de donner des conseils sur ces sujets-là, parce que ce qu'on a pu. Alors nous, on a fait à peu près 18 mois d'études, de cadrage, pour 2 ans d'exécution. Ouais. Donc la fin, on n'est pas au bout du programme, mais le programme devrait se terminer à la fin de l'année. Donc on a vu pas mal de gens, on a essayé de tirer des expériences, etc. C'est très différent d'un contexte à l'autre, très très différent. Le conseil, mais je vais enfoncer une porte ouverte, c'est la préparation. Donc si on a passé 18 mois à se préparer, c'est pas par hasard, et je pense que c'est la clé du succès. Ok. Moi je dirais que pour s'améliorer, il faut se mesurer et partir d'un endroit pour arriver à un autre. Et c'est là où on voit si on s'est amélioré. Et donc là, on a l'occasion qui vous est donnée d'utiliser un outil pour se mesurer, de s'améliorer, de vraiment tangibiliser les efforts que vous faites en interne, en externe, en interne auprès de vos patrons qui vont pouvoir aussi valoriser. L'entreprise pourra valoriser les efforts, de les tangibiliser. Et donc voilà, il faut utiliser les données fiables. On a voulu que cet outil soit fiable grâce à Altopy. Et donc voilà, on vous donne l'occasion de concrétiser, tangibiliser ce que vous déciderez. Voilà. Et toi, Arthur? Je me garderais bien de donner des conseils à qui que ce soit. Pardon. Non, mais peut-être plus une impulsion. Ces dernières années, il y a eu une vraie prise de conscience et une responsabilisation autour de la donnée, qu'il s'agisse de cybersécurité, de souveraineté en fait de la donnée, et prendre conscience qu'elle appartient à des individus et que derrière toutes ces données, il y a des individus, des entreprises, des intérêts. Et la responsabilité et la responsabilisation vaut aussi pour l'empreinte carbone qu'un système d'information génère. Et je trouve que cette notion de responsabilisation autour de l'informatique au global est intéressante. Et voilà, c'est une bonne impulsion, en tout cas. Alors, moi, je dirais qu'il faut déjà faut pas avoir peur d'être ambitieux. Voilà, je pense que c'est ça aussi, c'est d'avoir vraiment l'ambition d'aller loin dans sa décarbonation, de se fixer un objectif, de le tenir. Et je rejoins ce que dit Benoît. Donc, pour le tenir, il faut mesurer effectivement ça. Il faut savoir d'où on part, où on veut aller, et de construire un plan d'action. Là, pour le coup, effectivement, généralement assez complexe et qu'on doit tenir dans la durée. Mais voilà, essayer de tenir cette ambition qu'on peut avoir au départ et d'aller jusqu'au bout de son objectif. Merci beaucoup. Merci à tous les 4. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à Pierre-Philippe. Merci beaucoup à vous. Du coup, on va avoir le temps pour une phase de questions-réponses. Mais juste avant, je vous propose de prendre un temps entre vous. Vous pouvez choisir d'échanger avec un autre voisin si vous le souhaitez. Et de vous dire, d'abord, éventuellement, qu'est-ce qui vous interpelle dans ce que vous avez entendu, ce qui vous a été partagé, et quelles questions vous aimeriez poser dans les minutes qui viennent. Donc je vous propose 1 minute et demie chacun, 3 minutes. Qu'est-ce qui vous interpelle et quelles questions vous voudriez poser? C'est parti. Je crois que
François va avoir besoin de micro et il va venir te le prendre, après il va te le distribuer. Bon, du coup, on a tout. Il y a le jeune homme là-bas, je n'ai pas retenu son nom, qui voulait dire. C'est vrai que c'est pas fini, parce qu'on va... Tu vas revenir en deuxième semaine, Nicolas. Très belle réaction. Il y avait des réactions spontanées, les gens regardaient. Les lumières qui sont allumées les gens. Ouais, tu étais obligé de. Oui. Mais moi, c'était l'avantage. Les gens qui faisaient de voir qui était évolué. Les questions sont bien sûr. Ou alors celui d'Arthur. Il n'y aura pas de questions. Allez, je lance on est à peu près au temps, c'est bon? Ok, on est à peu près au bout des 3 minutes. Je vous laisse finir votre phrase. Super. Et on va du coup profiter du temps qu'on a pour poser toutes les questions que vous souhaitez. S'il vous plaît. Merci. Donc allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez une question à poser, c'est le moment. Vous avez le temps de demander tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce sujet, sur GPT. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Attends, tiens, micro, hop. J'ai plusieurs questions, mais je vais en poser une seule et j'irai voir les autres intervenants ensuite. Qu'est-ce qui s'impose en termes d'obligations aux entreprises aujourd'hui, non hors secteur public? Vous avez les normes CSRD qui vous obligent en fonction, alors qui s'est un peu assoupli récemment, qui va vous obliger en fait à publier un rapport. Alors les dernières règles, je ne les ai pas forcément toutes en tête. Toi, tu les sais mieux peut-être que moi, Nicolas. Alors, oui, effectivement, la CSRD, on ne va pas faire un cours sur la CSRD, parce que là, on est reparti pour 1 heure. Mais oui, alors il y a eu un décalage pour les entreprises qui ne sont pas cotées, grosso modo. Les entreprises cotées sont soumises là dès maintenant. Les entreprises non cotées, de plus de 1000 salariés, sont soumises à partir dans 2 ans. Et pour en dessous de 1000, c'est un flou pour l'instant et c'est en cours de discussion, justement. Et dans le cadre de la CSRD, effectivement, il y a toute une partie carbone qui oblige les entreprises à déclarer tous les ans en fait, un certain nombre d'indicateurs carbone, notamment en termes d'objectifs, mais aussi de mesures, évidemment. Ouais. Et je rajouterais aussi que finalement, il y a
c'est le marché qui va plus vite que l'imposition de la loi aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas EcoVadis, Platinum, Gold, vous n'êtes plus éligible à répondre aux appels d'offres. Donc à un moment donné, il faut avancer, montrer qu'on fait les efforts qui vont bien. Et voilà, on impacte le bilan carbone aussi en tant que fournisseur auprès des clients. Donc voilà, c'est des contraintes business finalement, mais c'est aussi des opportunités. Et en ça, c'est vraiment comme ça qu'on s'inscrit nous. C'est une opportunité de développement plutôt qu'une contrainte. Voilà. Excusez-moi, je voulais revenir là sur la remarque des objectifs. L'objectif global, c'est quand même atteindre la neutralité carbone au final. Donc, la CSRD et tout ce qu'on fait, c'est un outil. La CSRD, c'est un outil de mesure ou un élément pour montrer ce que l'on fait. C'est pas en soi, comment dire, en soi, c'est pas la CSRD qui va aider à être neutre carbone. C'est ce qu'on fait. Enfin, moi, je pense, mais peut-être que je me trompe. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans une entreprise où les dirigeants ne veulent pas le faire? Qu'est-ce qui va les contraindre? C'est la loi. Enfin, je pense que la loi AGEC, c'est atteindre à chacun un petit peu à l'horizon qui lui semble le plus raisonnable, une forme de neutralité carbone. C'est pas là. Enfin, je pense que toutes les entreprises n'ont pas les mêmes contraintes, et certainement que les systèmes de certification aident aussi à ça. Encore que, je pense que vous êtes certifié ISO 14001, peut-être. Nous, on est labellisé, pas certifié. Bon, et nous sommes 14001, et 27001, et 9001. Parce que, enfin, la certification, 9001, c'est autre chose. Ouais. La certification, c'est juste que les entreprises se mettent elles-mêmes leurs objectifs finalement dans une perspective d'amélioration continue. Mais c'est quand même la neutralité carbone, il me semble. Mais j'ai peut-être pas tout compris. Je sais pas. Merci. On avait une autre question. Alors moi, je voudrais me tourner un peu vers le futur. C'est très intéressant, votre projet, parce qu'on voit que vous avez... Alors peut-être les calculs ne sont pas finis et votre projet n'est pas tout à fait fini, mais on voit qu'il y a une réduction drastique de votre empreinte. Et moi, ma question, enfin à vous tous, c'est réduire le carbone, c'est bien. Le calculer, c'est très bien. Faire de l'éco-vadis, etc., et des certifs dans tous les sens, c'est très bien. Mais pendant ce temps-là, la biodive, elle descend. Et donc, quel est le regard que vous portez et les idées que vous avez pour pouvoir avoir un impact positif et recapturer ce carbone qui est émis? Alors, je sais que c'est les grandes tendances, mais moi, je me dis on a vraiment besoin de changer de lunettes et de penser aussi en parallèle à comment on va ramener de la biodive. Parce qu'on est dans ces limites planétaires. Et là, on consomme quoi qu'il arrive. Il faut 2 data centers, il y a des clouds. Alors, on mesure, c'est top, mais parce que c'est un business. Moi, je connais un peu ce business d'il y a longtemps, qui consomme énormément. C'est des murs de clim. C'est clair. Voilà. Donc, quelle est votre réflexion là-dessus ? J'ai pas vraiment complètement de réponse là-dessus, mais je voudrais apporter un élément dont j'ai pas parlé, qui est que non seulement on va consommer moins, mais dans le choix qu'on a fait des hébergeurs, on a tenu compte du fait qu'ils avaient de l'énergie non carbonée. Donc, oui, on va consommer de l'énergie. Alors bon, même si on dit que l'énergie est non carbonée pour produire les transformateurs, etc., de toute manière, à un moment, il y a quand même du carbone, mais on a on a eu cette réflexion et cette attention. Et on a également choisi des hébergeurs, alors qui pour eux, pour le coup, sont certifiés sur un certain nombre de normes, notamment par rapport au recyclage de leurs équipements, voire au réemploi. Enfin voilà. Donc ça a été un des éléments de décision importants pour nous. Une autre question ? Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport, vous avez parlé de l'optimisation des dépenses, qui visiblement était un axe de travail assez fort. Et je voulais vous demander, en fait, quelles ont été les opérations qui ont été plus fructueuses en termes de gains pour vous. Est-ce que ça a été plutôt déployer l'axe réemploi, parce que vous en avez parlé vaguement? Non, vous n'avez pas parlé de réemploi?
Ah, du réemploi des équipements. Voilà. Ou est-ce que c'était plutôt axé, j'imagine, installation plus frugale. Quel poste finalement d'action a été le plus rentable pour déployer votre axe économie d'énergie, de dépenses? Donc, bon, évidemment, la baisse de 40% du coût d'énergie, c'est un poste qui est important, mais quand on a un data center de secours qui ne sert qu'à faire du secours, par définition, on est obligé d'acheter du matériel qui n'apporte, qui est une assurance. D'assureur, je suis sensible à ça, mais qui est une assurance, mais qui n'apporte pas de plus-value directe. Donc, on va, c'est pas tout à fait ça, mais on va dire qu'on va économiser quasiment 30% de matériel, puisque, alors je ne l'ai pas expliqué non plus, mais on va se retrouver dans une situation où chaque data center va backuper l'autre, en réalité. Donc si on en perd un, c'est l'autre qui prend le relais sur la totalité. On a déjà quelque chose qui ressemble à ça à Bourges pour faire ce qu'on appelle du PCO, c'est de la continuité opérationnelle. Là, on l'aura aussi en cas de perte totale d'un décès. Donc voilà, c'est des investissements à service égal qui vont baisser de 30%. Peut-être pas en termes financiers immédiats, mais en termes de volume de serveurs, ça, c'est à peu près ça. Moi, j'ai une question, elle est simple et courte. C'est comment faire pour que la RSE soit la meilleure amie de l'IT ? En tout cas, un des éléments importants, c'est de s'assurer qu'elle ne soit pas ennemie. Et ce que je disais en préambule, hein, le fait que quand on est un peu plus frugal, on est aussi un peu plus économe. En tout cas, pour les DSI, ça, c'est un argument. Ça aide. Et en dehors des data centers, c'est quoi vos grandes priorités dans la stratégie IT durable ? Je ne vais peut-être pas tenir la parole en permanence, je vais laisser mon tour. Alors, j'avoue que je n'ai pas très bien entendu votre question. En dehors des sujets data center, la priorité que vous mettriez aujourd'hui pour une grande entreprise sur les autres sujets qui sont reliés à l'IT, le matériel, les déchets, la fin de vie, les sites internet, tout autre sujet qui peuvent être aussi très intéressants, lesquels vous priorisez ? Ouais. Alors, quelque part, nous, notre métier, c'est vraiment d'être sur les infrastructures informatiques et être dans le data center, mais aussi après le data center. C'est-à-dire qu'on va trouver des solutions soit de reconditionnement des matériels qui ont une valeur sur le marché, et en ça va limiter le bilan Scope 3, hein, aval, hein, des bilans carbone des entreprises, et on va revendre à des clients en maintenant, hein, on a cette capacité à maintenir sur une longue durée sans créer de carbone, à nouveau, à part on va dire, la production en tant que telle du service. Et on va pouvoir continuer à prolonger la durée de l'équipement en dehors d'un data center vers un nouveau data center. Hein, quelque part, c'est là où on va pouvoir intervenir en fin de vie. Après, sur l'entreprise elle-même, Gility s'engage sur une décarbonation aussi de ses services, par exemple. Donc ça, on a impact aussi l'impact carbone de nos services, où on s'est engagé à 42% de réduction carbone au SBTI à 2030. Et ça aussi, c'est des efforts qui ne sont pas directement sur l'activité, mais qui sont sur nous-mêmes pour continuer d'être dans les top performers, on va dire, des solutionneurs, à la fois qui garantissent la qualité de service, mais aussi limite l'impact carbone de ces services. Voilà. Peut-être un petit complément quand même, parce que je suis un petit peu bavard, mais quand j'évoquais tout à l'heure notre Tagit, en fait, on a un plan de sensibilisation et auprès de nos développeurs pour qu'ils faisaient un développement ou des développements les plus frugaux possibles. Donc, de penser
à ce que les programmes qu'ils développent, les applications qu'ils développent, les services qu'ils développent soient le moins consommateurs possible pour un service qui soit évidemment tout aussi satisfaisant. Et c'est vraiment quelque chose qui marche bien, hein, surtout avec des devs qui souvent sont jeunes et sont sensibles à ces sujets-là. Excusez-moi, j'avais une question pour vous. Je voulais savoir, pour rallonger la durée de vie, c'est des actions sur le matériel, vous prenez la responsabilité de faire des maintenances, des changements, et vous garantissez les... Vous c'est exactement faites ça. Un prolongement avec une garantie étendue sur plusieurs années. Comment ça se passe ? Voilà, c'est ça. On a l'habitude de maintenir des parcs sur de l'obsolescence, sur des années, au-delà de 10 ans, même 15 ans, même 20 ans. On a des grands clients voilà, qui ont ces besoins-là. Et donc, on va venir gérer de bout en bout un processus de production avec la mise en place de spares, de pièces détachées hein, qu'on va acheter sur le marché, qu'on va nous-mêmes récupérer auprès des clients existants, qu'on va venir tester, reconditionner et puis être disponible pour pouvoir maintenir ceux qui en ont encore besoin, tout simplement, avec des compétences aussi, hein, parce qu'il faut absolument qu'on maîtrise cette compétence. On a des vieux équipements pour lesquels la technologie a lourdement évolué, il faut garder ça. Donc on a une académie technique également en interne qui garantit en fait le passage de relais de la compétence. Voilà, tout ça fonctionne très bien avec beaucoup de clients. Ouais. Donc vous avez des stocks du coup comment ça se passe ? Vous avez des stocks ou vous On a des stocks, travaillez avec des partenaires ? exactement. On a nos propres stocks hein, pour garantir les SLA. Puisqu'on va jusqu'à du GTR 4h, 24/7 partout dans le monde. Et donc, on le produit en propre dans tous les pays d'Europe avec nos propres effectifs qui sont répartis dans toutes les villes européennes et qui, en fait, ont leur propre stock de pièces à disposition qui va être traité en fonction des SLA à tenir. Donc, on aura des dotations spécifiques pour des criticités fortes et on aura également, en fait, des flux forts où on va venir en avance de phase positionner des pièces pour limiter en fait, l'impact carbone des transports. On va envoyer 5, 10, 20 disques à l'avance puisqu'on sait qu'on va les consommer plutôt que les envoyer tous les jours, par exemple. D'accord. Et ça marche aussi pour les upgrades ? Exactement. Et pour quel type de matériel IT, data center ? Tout type de... Alors, tout type. Quand je dis data center, ce n'est pas les infras sûrement de pas le contenu. Ni électrique, je suppose. Voilà, c'est ça. Nous, on ne traite pas le contenu. Non. Data center. On est vraiment sur le contenu. Et donc aussi, dans la prolongation de la durée des équipements, il y a maintenir l'existant tel que c'est là. Et puis, il y a l'upgrade, en fait, pour faire en sorte de remplacer petit à petit sur une amélioration de la performance, augmenter la RAM, augmenter un CPU, rajouter des disques dans des baies de stockage. Et on garantit... voilà, les switches. Alors sur la partie, il y a le seul bémol, c'est la sécurité. Donc tous les éléments de sécurité firewall, là, dès que c'est fin de support constructeur, il faut remplacer. Parce que ça ne garantit plus la sécurité, le pourquoi ils sont installés dans les data centers. Donc là, on va maintenir sur la durée tous les autres équipements sans problème, y compris la sécurité avant la fin de support constructeur. Voilà. Et on fait ça en propre, en tierce maintenance, et aussi en accord avec beaucoup de constructeurs qui nous sous-traitent en fait la délégation de produire en leur nom cette maintenance. Et sur les activités du type S3, Pure Storage, etc., vous faites aussi ? Alors, Pure Storage est un cas très particulier de montage, de la manière dont ils ont construit en fait leur politique de maintenance. Donc, c'est un sujet un peu annexe, on va dire, à l'écosystème. C'est le seul constructeur que je connaisse dans ce cas-là. Voilà. Donc, vous avez peut-être du Pure Storage chez vous. Maintenant, il faut changer, acheter de l'Hitachi. Ils sont présents aujourd'hui, qui est un grand partenaire pour qui on produit cette maintenance d'ailleurs. Voilà, c'est... Bon, Pure Storage est un très bon produit, mais vous pouvez aussi regarder comment il va évoluer autrement. Merci. On a encore le temps pour une peut-être 2 questions. Si vous en avez, c'est l'occasion. Alors, si pas d'autres questions, moi, ce que je vous propose, vous allez commencer à prendre l'habitude. Au début, ça fait un peu bizarre, hein. Mais après, on y prend goût.
en général. Et peut-être que vous ressentez que ça change un petit peu la façon en fait, dont on intègre aussi tous les messages qu'on entend. Avant de se quitter, moi je vous propose que vous repreniez un petit instant avec par exemple un ou une autre voisin-voisine, peut-être pour vous dire simplement avec quoi vous repartez. Avec qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous emportez avec vous de ces échanges? On se donne 1 minute chacun et puis après on va clôturer.